Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où une décision administrative peut briser une vie ordinaire, surtout quand personne n'imagina devoir se battre pour garder son propre foyer? En 1952, dans un petit village du centre de la France, un photographe ambulant a immortalisé un vieil homme posant fièrement devant sa maison de pierre. Une scène simple, presque banale. Mais ce que personne ne savait, c'est que le lendemain même, cette maison qu'il avait habitée pendant plus de 50 ans allait lui être retirée, sans avertissement, au nom du progrès. Et des décennies plus tard, quelque chose retrouvé dans une vieille boîte poussiéreuse allait rouvrir Toda la vérité et bouleverser l'histoire silencieuse que tout le monde a via Esquecido. Restez ici. Je vais maintenant vous raconter cette histoire dramatisada, inspirée de réalités que beaucoup reconnaîtraient. Avant de commencer, abonnez-vous, laissez votre j'aime et dites-moi de quelle ville vous regardez. Cela aide énormément notre chaîne à continuer à partager des récits humanistes et des histoires dramatisées qui nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie. En 1952, dans un petit village du centre de la France, un photographe ambulant a capturé une image qui semblait banale. Un vieil homme debout devant sa maison de pierre. Rien de plus. Mais ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que cette photographie allait devenir le dernier souvenir d'une vie entière. Car le lendemain matin, des hommes en costume allaient frapper à cette porte et prononcer des mots que Henri Delorme ne comprendrait jamais vraiment. Cette maison n'a jamais été la vôtre. Henri avait 73 ans ce jour-là. Il portait un veston qui avait été élégant autrefois, mais qui pendait maintenant sur ses épaules amaigries, comme un vêtement emprunté à un homme plus grand. Il tenait son chapeau contre sa poitrine, non pas par simple politesse envers le photographe, mais comme s'il essayait de protéger quelque chose à l'intérieur de lui-même, quelque chose qu'il ne savait pas encore qu'il allait perdre. Derrière lui, la petite maison de pierre aux tuiles anciennes semblait aussi fatiguée que son propriétaire. Une treille grimpait le long du mur, un seau de métal rouillé reposait près de la porte. Et sur le rebord de la fenêtre, un pot de géranium rouge ajoutait la seule touche de couleur vive à cette scène en noir et blanc. Henri soignait ses fleurs avec une dévotion presque religieuse. Pour lui, elles étaient la preuve qu'il pouvait encore créer de la beauté dans ce monde. Mais regardez attentivement cette photographie. Derrière le rideau fin de la fenêtre, une silhouette se dessine, celle d'une enfant immobile, observant son grand-père sans avoir été invité à participer à la photo. Le photographe lui avait demandé de s'écarter, mais elle avait simplement reculé d'un pas, laissant son ombre derrière le tissu usé. Cette enfant s'appelait Lucille. Elle avait 8 ans, et elle ne savait pas encore que ce moment allait hanter sa mémoire pendant les 60 années suivantes. Henri Delorme était né en 1879, dans une France encore marquée par les souvenirs de la guerre de 1870. Il n'avait jamais appris à lire, pas par paresse, mais parce que les enfants comme lui devaient travailler dès qu'ils pouvaient tenir un outil. Il avait été journalier dans les vignes, ouvrier sur les chantiers, porteur de sacs au marché, toujours des travaux payés en espèces, sans contrat, sans traces écrites. Toute sa vie tenait dans ses mains calleuses et dans sa mémoire. Sa femme Marguerite était morte 12 ans plus tôt, emportée par une pneumonie pendant un hiver particulièrement cruel. Henri gardait encore son tablier accroché derrière la porte de la cuisine. Parfois, quand Lucille dormait, il lui parlait à voix basse, comme si elle pouvait encore l'entendre depuis quelque part au-delà des murs de pierre. Lucille était la fille de Madeleine, l'unique enfant de Henri. Madeleine travaillait comme domestique dans une grande maison de Lyon, à des centaines de kilomètres de là. Elle envoyait de l'argent quand elle pouvait, des lettres quand elle trouvait le temps, mais ses visites étaient rares. 2 fois par an, parfois 3 si la chance lui souriait. Le reste du temps, c'était Henri qui élevait sa petite fille, avec ses moyens limités et son amour sans limite. Pour Lucille, cette maison de pierre froide en hiver et fraîche en été était le seul univers qui faisait sens. L'odeur de la soupe claire qui mijotait sur le feu, le craquement du bois dans la cheminée, le son de la pluie sur les tuiles, que son grand-père lui avait appris à reconnaître comme une musique. Quand il pleuvait,
Henri se tenait debout à la porte, regardant le toit avec une expression que Lucille ne comprenait pas encore. Des années plus tard, elle réaliserait qu'il remerciait silencieusement d'avoir encore un endroit où s'abriter. En 1952, la France se reconstruisait après les ravages de la guerre. Les routes devaient s'élargir pour laisser passer les camions qui transportaient les matériaux de reconstruction. Le commerce reprenait, le progrès avançait, et parfois, le progrès piétinait ceux qui se trouvaient sur son chemin. Dans le village de Henri, des rumeurs circulaient depuis quelques mois, à la mercerie, à la boulangerie, sur le parvis de l'église après la messe du dimanche. On murmurait que la route allait être élargie, que certaines maisons étaient mal placées, qu'il faudrait les démolir. Henri entendait ces conversations, mais il refusait d'y croire. Il avait toujours vécu là, plus de 50 ans dans ces murs. Comment pouvait-on lui demander de partir? Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que cette maison n'avait jamais été inscrite à son nom. Elle appartenait officiellement à un propriétaire décédé depuis longtemps, dont les héritiers vivaient en ville et ne se souvenaient de cette bâtisse que lorsqu'il fallait payer les impôts. Un avocat de la préfecture les avait contactés avec une offre. La mairie voulait acheter le terrain. Le prix était intéressant. Personne ne s'était demandé ce qu'il adviendrait du vieil homme qui habitait là depuis un demi-siècle. Le jour où le photographe ambulant est arrivé au village, c'était un mardi d'automne. L'institutrice de l'école avait commandé une photo de classe, et par le bouche à oreille, quelqu'un avait mentionné le vieux Henri. On avait dit en plaisantant qu'il faudrait le photographier avant que sa maison ne tombe en ruine. Personne ne savait à quel point cette blague était cruelle. Henri avait accepté avec une fierté maladroite. Il n'avait jamais eu de portrait de lui-même devant sa propre maison. Il avait passé un long moment à lisser ses cheveux gris avec de l'eau, à épousseter son veston usé, à redresser sa posture malgré la douleur dans sa jambe droite. Une vieille blessure des vendanges, des décennies plus tôt, qui ne l'avait jamais vraiment quitté. Le photographe l'avait placé à quelques pas de la porte pour que toute la façade apparaisse dans le cadre. La lumière d'automne était douce, presque dorée. Henri avait ôté son chapeau par respect, puis l'avait serré contre sa poitrine. Et pendant une fraction de seconde, le temps s'était arrêté. Lucille, derrière la fenêtre, regardait son grand-père avec des yeux qui ne comprenaient pas encore. Elle voyait un vieil homme devant une vieille maison. Elle ne voyait pas que c'était un adieu. Le photographe a appuyé sur le déclencheur. Le claquement de l'obturateur a résonné dans le silence du village. Et sans le savoir, tous les trois venaient de figer le dernier jour où Henri Delorme aurait un toit à lui. Car le lendemain matin, à l'aube, 3 hommes allèrent frapper à sa porte avec des documents qu'il ne pouvait pas lire et des mots qu'il ne voulait pas entendre. Le lendemain matin, Henri s'était levé avant l'aube comme il le faisait depuis toujours. Il avait allumé le feu dans la cheminée, préparé la soupe claire pour le petit déjeuner de Lucille, et était sorti vérifier ses géraniums. La rosée du matin perlait sur les pétales rouges. Il les avait touchés délicatement, comme on touche quelque chose de précieux. Lucille dormait encore quand les coups ont résonné sur la porte. 3 coups secs, autoritaires, différents des visites habituelles des voisins. Henri a ouvert en essuyant ses mains sur son pantalon de travail. Devant lui se tenaient 2 hommes en costume sombre et le secrétaire de la mairie, qu'il reconnaissait vaguement pour l'avoir croisé lors des fêtes du village. Ils portaient des serviettes en cuir remplies de documents. Leurs chaussures étaient cirées, leurs cravates parfaitement nouées. Ils appartenaient à un monde que Henri ne connaissait pas. Un monde de papier, de signatures, de mots compliqués qui décidèrent du sort des gens simples. « Monsieur Delorme », a commencé l'un des hommes en consultant ses notes. « Nous venons vous informer d'une décision de la préfecture concernant cette propriété. » Henri les a fait entrer par politesse, même si quelque chose dans son ventre se serrait. Il leur a proposé de s'asseoir, mais ils sont restés debout, comme s'ils ne voulaient pas s'attarder. Le secrétaire de mairie évitait son regard. L'homme au costume le plus sombre a déplié un document et a commencé à parler de choses que Henri ne comprenait pas. Expropriation pour utilité publique, élargissement de la voie communale, indemnisation du propriétaire légal. Henri hochait la tête, faisant semblant de suivre, mais les mots glissaient sur lui comme de l'eau sur une pierre. Puis une phrase l'a frappé comme un coup de poing. «
Vous devez libérer les lieux dans un délai de 3 semaines. Henri a senti ses jambes faiblir. Il s'est appuyé sur le dossier de la chaise où Marguerite s'asseyait autrefois pour tricoter. « Mais j'ai toujours habité ici », a-t-il dit d'une voix qui tremblait malgré lui. « Plus de 50 ans, j'ai toujours payé ce qu'on me demandait. » L'homme en costume a soupiré, comme s'il avait déjà eu cette conversation 100 fois. « Monsieur Delorme, cette maison n'a jamais été enregistrée à votre nom. Vous n'êtes pas propriétaire. Vous n'avez aucun bail écrit. Légalement, vous êtes occupant sans titre. » Ces mots, cette maison n'a jamais été la vôtre. Henri les a entendus résonner dans sa tête pendant des heures, après le départ des hommes. Il ne comprenait pas comment 50 années de vie, de travail, de souvenirs pouvaient être effacés par quelques lignes sur un papier qu'il ne savait même pas lire. Lucille s'était réveillée pendant la conversation. Elle était restée cachée derrière la porte de sa chambre, serrant le tablier de son grand-père qu'elle avait attrapé au passage. Elle avait 8 ans, mais elle comprenait que quelque chose de terrible venait de se passer. Elle comprenait surtout une chose. Les adultes en costume avaient le pouvoir de faire pleurer son grand-père, et ça, elle ne leur pardonnerait jamais. Les jours qui ont suivi ont été les plus longs de la vie de Henri. Il a essayé de parler au maire, mais celui-ci était toujours occupé. Il a demandé conseil au curé, qui lui a dit de prier et d'accepter la volonté de Dieu. Il a interrogé les voisins, qui baissèrent les yeux et marmonnaient des excuses embarrassées. Certains lui promettaient de voir ce qu'il pouvait faire, mais personne n'a jamais rien fait. La peur de contrarier la mairie, la peur de perdre à leur tour, la peur tout simplement. Henri ne leur en voulait pas vraiment. Il comprenait que chacun avait sa propre famille à protéger. Ce qui lui faisait le plus mal, c'était le regard des enfants du village sur Lucille, des chuchotements dans la cour de l'école, des questions cruelles posées avec l'innocence brutale des enfants. « C'est vrai que ton grand-père va dormir sous les ponts ?» Lucille ne répondait pas. Elle serrait les poings et rentrait à la maison en courant. Une lettre a été envoyée à Madeleine à Lyon. Henri ne pouvait pas l'écrire lui-même, alors c'est la voisine, Madame Bertrand, qui s'en est chargée. Les mots étaient simples, presque cliniques. La maison allait être démolie. Henri devait partir. Lucille aurait besoin d'un endroit où aller. Madeleine a reçu la lettre 3 jours plus tard. Elle travaillait dans la cuisine de ses employeurs quand la gouvernante lui a tendu l'enveloppe. Elle a dû attendre la fin de son service pour la lire, les mains tremblantes, assise sur le petit lit de sa chambre de bonne sous les toits. Elle n'avait pas l'argent pour le billet de train. Elle n'avait pas le temps de demander un congé. Elle n'avait pas les mots pour expliquer à son père qu'elle ne pouvait pas venir. Alors elle a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle a enfoui sa douleur au plus profond d'elle-même, et elle a continué à travailler. Les 3 semaines ont passé comme un cauchemar au ralenti. Henri a dû emballer toute sa vie dans quelques cartons et sacs de toile. Les meubles, on lui a dit de les laisser. Il serait jeté de toute façon. Il a regardé la chaise de Marguerite, celle où elle s'asseyait pour tricoter, et il a compris qu'il ne pourrait pas l'emporter. Le dernier soir, Henri a fait quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il a pris Lucille dans ses bras et il l'a serrée contre lui pendant de longues minutes. Il ne pleurait pas. Les hommes de sa génération ne pleuraient pas. Mais sa respiration était saccadée, et ses mains tremblaient sur le dos de sa petite fille. « Tu comprends, Lucille » a-t-il murmuré. « Grand-père doit partir dans un endroit où on s'occupe des vieux comme moi. Toi, tu vas aller chez les cousins en attendant que maman puisse venir te chercher. » Lucille ne comprenait pas. Elle ne voulait pas comprendre. « Pourquoi on ne peut pas rester ensemble, grand-père » Henri n'avait pas de réponse à cette question. « Parce que le monde est ainsi fait », aurait-il pu dire. « Parce que les gens comme nous n'ont pas le droit de décider. Parce que personne ne nous a jamais demandé notre avis. » Le lendemain matin, un camion de la préfecture est venu chercher Henri. On l'emmenait dans un hospice public, à 30 km de là, dans une ville où il ne connaissait personne. Un employé l'a aidé à monter avec ses quelques affaires. Lucille se tenait sur le pas de la porte, les joues mouillées de larmes qu'elle essayait de cacher. Henri s'est retourné une dernière fois. Il a regardé la maison de pierre, les tuiles anciennes, la treille sur le mur, le pot de géranium sur le rebord de la fenêtre.
Et il a gravé cette image dans sa mémoire, sachant qu'il ne la reverrait jamais. Le camion a démarré. Lucille a couru derrière pendant quelques mètres, jusqu'à ce que ses petites jambes ne puissent plus suivre. Elle s'est arrêtée au milieu de la route, haletante, regardant le véhicule disparaître au bout du chemin. Elle avait 8 ans, et elle venait de perdre le seul foyer qu'elle avait jamais connu. La maison a été démolie 3 jours plus tard, un après-midi pluvieux de novembre. Certains voisins ont regardé de loin, en silence, avec ce malaise qu'on ressent quand on sait qu'une injustice se commet, mais qu'on ne fait rien pour l'empêcher. Les murs de pierre qui avaient tenu pendant plus d'1 siècle se sont effondrés en quelques heures. Le pot de géranium a été écrasé sous les gravats. Et avec lui, 50 années de vie d'un homme que personne n'avait jugé important de consulter. L'hospice où Henri a été placé s'appelait la Maison Saint-Joseph. C'était un bâtiment gris aux couloirs interminables, où les vieillards attendaient la fin de leur vie dans des chambres qu'ils partageaient avec des inconnus. L'odeur de désinfectant ne parvenait jamais à masquer complètement celle de la vieillesse et de la solitude. Henri partageait sa chambre avec 3 autres hommes. L'un d'eux ne parlait plus depuis des années. Un autre racontait sans cesse les mêmes histoires de la guerre de 1914. Le 3e toussait toute la nuit, empêchant tout le monde de dormir. Aucun d'eux n'avait choisi d'être là. Aucun d'eux n'avait de famille qui venait les voir régulièrement. Les premiers jours, Henri restait assis sur son lit, regardant par la fenêtre un paysage qu'il ne reconnaissait pas. Pas de colline familière, pas de clocher du village, pas de route où il avait marché des milliers de fois. Juste des bâtiments gris et un ciel qui semblait plus bas qu'ailleurs. Il ne se plaignait jamais. C'était sa nature. Quand les infirmières lui demandaient comment il allait, il répondait toujours que tout allait bien. Quand la nourriture était fade, il la mangeait sans commentaire. Quand ses os le faisaient souffrir pendant les nuits froides, il serrait les dents en silence. Mais quelque chose en lui s'éteignait lentement. Ce n'était pas visible de l'extérieur. Il continuait à se lever le matin, à s'habiller correctement, à saluer les autres pensionnaires avec politesse, mais ses yeux avaient perdu leur éclat. Cette lumière qui s'allumait quand Lucille lui racontait sa journée d'école, quand il voyait ses géraniums fleurir, quand il s'asseyait devant sa porte au coucher du soleil. Cette lumière s'était éteinte. Lucille, pendant ce temps, avait été placée chez des cousins éloignés dans un autre village. Des gens qu'elle connaissait à peine, qui l'avaient accueillie par obligation familiale, plus que par affection. Elle dormait dans un coin de la chambre des enfants de la maison, sur un matelas posé à même le sol. Elle allait à une nouvelle école où personne ne connaissait son nom. Elle écrivait à son grand-père aussi souvent qu'elle le pouvait. Des lettres maladroites, avec des fautes d'orthographe et des dessins dans les marges. Elle lui racontait des petites choses. Le chat du voisin qui était venu manger dans sa main. Une fleur qu'elle avait trouvée sur le chemin de l'école. Le goût du pain frais le dimanche matin. Henri ne pouvait pas lire ses lettres lui-même. Il demandait à une des infirmières plus gentilles de les lui lire à voix haute. Et chaque fois, il fermait les yeux et imaginait la voix de Lucille, prononçant ces mots. C'était la seule chose qui le maintenait en vie. Madeleine avait finalement réussi à économiser assez d'argent pour prendre le train et rendre visite à son père. C'était 3 mois après son arrivée à l'hospice, un dimanche de février glacial. Elle avait à peine reconnu l'homme assis dans le réfectoire, ce vieillard amaigri qui ressemblait si peu au père solide qu'elle avait connu. « Papa », avait-elle murmuré en s'agenouillant devant lui. Henri avait levé les yeux. Pendant un instant, son regard était redevenu vivant. « Ma fille ». Il n'avait pas parlé de la maison, ni de l'injustice, ni de tout ce qui aurait dû être dit. Madeleine avait simplement tenu la main de son père pendant 2 heures, et ils avaient regardé ensemble par la fenêtre ce paysage étranger. Parfois, les mots sont inutiles. Parfois, la présence suffit. Avant de partir, Madeleine avait sorti quelque chose de son sac. La photographie, celle qui avait été prise le jour avant l'expulsion. Elle l'avait récupérée chez la voisine qui l'avait fait développer. « Regarde, papa, tu es beau sur cette photo, devant ta maison. » Henri avait pris le cliché entre ses doigts tremblants. Il s'était regardé longuement. Le veston qui pendait sur ses épaules, le chapeau serré contre la poitrine, la maison de pierre derrière lui, et là,
Derrière le rideau de la fenêtre, cette petite silhouette qu'il reconnaîtrait entre mille. Lucille était là, avait-il dit doucement. Elle me regardait. Madeleine avait senti les larmes monter. Elle me regarde toujours, papa. Henri avait gardé la photographie sous son oreiller pendant les mois qui ont suivi. Chaque soir, avant de s'endormir, il la sortait et la regardait à la lumière de la veilleuse du couloir. Il ne voyait pas une image en noir et blanc. Il voyait sa vie entière. 50 années de souvenirs compressés dans un rectangle de papier. Le printemps est arrivé, puis l'été. Henri s'affaiblissait de semaine en semaine. Ce n'était pas une maladie particulière. C'était simplement un homme qui avait perdu sa raison de vivre. Les médecins appelaient ça le syndrome du glissement. Quand quelqu'un décide, consciemment ou non, de se laisser partir. Il est mort un matin de septembre 1958, 6 ans après avoir quitté sa maison. Il avait 79 ans. L'infirmière qui l'a trouvé a dit qu'il semblait paisible, comme s'il dormait encore. La photographie était serrée contre sa poitrine, exactement comme il tenait son chapeau le jour où elle avait été prise. Lucille avait 14 ans quand elle a appris la nouvelle. Elle était en classe quand la directrice de l'école est venue la chercher. Elle a su immédiatement, avant même qu'on lui dise quoi que ce soit. Elle l'a su à la façon dont la directrice évitait son regard, à la façon dont les autres élèves se sont tus quand elle s'est levée. Elle n'a pas pleuré devant les autres. Les enfants qui ont grandi trop vite apprennent à cacher leurs émotions. Elle a hoché la tête, elle a pris ses affaires, elle a suivi la directrice dans le couloir. Et ce n'est que le soir, seule dans son coin de chambre, qu'elle a laissé les larmes couler. Elle pleurait pour son grand-père qui était mort loin de tout ce qu'il aimait. Elle pleurait pour la maison de pierre qu'elle ne reverrait jamais. Elle pleurait pour les géraniums écrasés sous les gravats. Elle pleurait pour tous ces matins où elle ne pourrait plus écouter le bruit de la pluie sur le toit avec lui. Et quelque part, au fond de son cœur d'adolescente, une colère silencieuse commençait à germer. Pas une colère violente, pas une rage destructrice, mais une détermination froide, une promesse qu'elle se faisait à elle-même sans encore savoir comment la tenir. Un jour, grand-père, un jour quelqu'un saura que tu as existé. Madeleine a récupéré les affaires de son père à l'hospice. Quelques vêtements usés, un rasoir, un chapelet que sa mère lui avait donné avant de mourir, et la photographie qu'une infirmière avait soigneusement mise de côté. Elle l'a rangée au fond d'une boîte en carton avec les autres souvenirs de la famille. Pendant des années, personne n'a osé la regarder. La douleur était trop vive, l'injustice trop récente. Mais les photographies ont une patience infinie. Elles attendent. Elles savent que leur moment viendra. Les années ont passé comme passent les années pour ceux qui portent un deuil silencieux. Lucille a grandi d'abord chez les cousins éloignés, puis chez sa mère à Lyon quand Madeleine a finalement pu louer un petit appartement. Elle a terminé ses études, trouvé un emploi comme aide administrative dans une école primaire, rencontré un homme bon qui ne posait pas trop de questions sur son passé. En 1969, elle a eu un fils. Elle l'a appelé Henri comme son grand-père. Son mari n'a pas compris pourquoi elle pleurait en tenant le bébé pour la première fois. Elle n'a pas su lui expliquer que ses larmes étaient un mélange de joie et de chagrin, de vie nouvelle et de souvenirs anciens. Lucille avait maintenant une famille, un travail, une vie stable. Mais quelque chose en elle restait inachevé. Une blessure qui ne cicatrisait pas vraiment. Chaque fois qu'elle voyait un vieil homme marcher seul dans la rue, chaque fois qu'elle entendait parler d'une famille expulsée de son logement, chaque fois qu'elle passait devant une maison en démolition, la douleur revenait, intacte. En 1974, elle est retournée dans le village de son enfance pour la première fois depuis 22 ans. Elle avait 30 ans. Elle y est allée seule, sans en parler à son mari ni à sa mère. Elle avait besoin de voir par elle-même ce qu'était devenu l'endroit où elle avait été heureuse. Elle a d'abord eu du mal à le reconnaître. La route avait été élargie, comme prévu. Des commerces avaient poussé là où il n'y avait que des champs. Le village s'était modernisé, agrandi, transformé, mais quand elle a tourné au coin de la rue principale, elle a su exactement où elle se trouvait. L'emplacement de la maison de son grand-père était devenu un terrain vague, coincé entre deux bâtiments plus récents. Quelques herbes folles poussaient là où se dressaient autrefois les murs de pierre. Aucune plaque,
Aucun signe, rien qui indique qu'un homme avait vécu là pendant un demi-siècle. Lucille est restée debout sur ce terrain pendant 1 heure entière. Elle ne pleurait pas. Elle regardait simplement. Elle essayait de superposer ses souvenirs d'enfant à ce paysage vide. Là, il y avait la porte. Là, la fenêtre avec les géraniums. Là, la chaise où grand-père s'asseyait le soir. Tout avait disparu, effacé, comme si rien n'avait jamais existé. En rentrant à Lyon ce soir-là, elle a sorti la vieille boîte en carton du placard de sa mère. À l'intérieur, au milieu des papiers jaunis et des souvenirs de famille, elle a retrouvé la photographie de 1952. Elle ne l'avait pas regardée depuis des années. La douleur avait été trop forte. Mais cette fois, quelque chose était différent. Elle a observé l'image avec des yeux d'adulte, pas avec ceux de l'enfant traumatisé qu'elle avait été. Elle a vu des détails qu'elle n'avait jamais remarqués. La façon dont son grand-père serrait son chapeau contre lui, comme pour se protéger de quelque chose qu'il sentait venir. La légère tension dans ses épaules, différente de sa posture habituelle quand il était détendu. Et surtout, sa propre silhouette derrière le rideau. Cette petite fille qui observait sans comprendre. Cette nuit-là, Lucille a pris une décision. Elle ne savait pas encore comment, mais elle savait pourquoi. Son grand-père ne resterait pas un homme oublié. Au cours des années suivantes, elle s'est rapprochée de groupes locaux, qui luttaient contre les expulsions injustes et pour les droits des personnes âgées. Ce n'étaient pas des organisations prestigieuses, juste des citoyens ordinaires, qui se réunissaient dans des salles municipales pour discuter de cas concrets et essayer d'aider ceux qui n'avaient personne pour les défendre. Lucille n'était pas une oratrice. Elle n'aimait pas parler en public. Mais quand on lui demandait pourquoi elle était là, elle racontait l'histoire de son grand-père, sans colère, sans accusation, juste les faits. Un homme qui avait travaillé toute sa vie, une maison où il vivait depuis 50 ans, des papiers qu'il ne savait pas lire, une expulsion en 3 semaines, une mort dans un hospice, loin de tout ce qu'il connaissait. Les gens écoutaient, certains hochaient la tête en silence, d'autres avaient les yeux humides. Beaucoup avaient des histoires similaires dans leur propre famille. Des oncles, des grands-parents, des voisins qui avaient subi le même sort. Le progrès avait laissé beaucoup de victimes sur son chemin. En 1976, une nouvelle est arrivée qui a fait bondir le cœur de Lucille. La mairie du village de son grand-père avait décidé de créer une petite place publique sur le terrain vague où se trouvaient autrefois les maisons démolies. Un projet d'embellissement urbain, disait-il. Une façon de redonner vie à un espace abandonné. Lucille a su immédiatement ce qu'elle devait faire. Elle a écrit une lettre à la mairie, demandant à être entendue lors de la consultation publique sur le projet. Elle a attendu des semaines sans réponse. Elle a écrit à nouveau. Finalement, on lui a accordé 5 minutes lors d'une réunion du conseil municipal. Le jour de la réunion, Lucille est arrivée tôt. Elle portait une robe simple, ses cheveux étaient attachés en un chignon modeste. Dans son sac, elle avait la photographie de 1952, protégée par une enveloppe en carton. La salle était à moitié vide. Quelques fonctionnaires, quelques élus, quelques habitants curieux. Personne ne savait qui était cette femme qui avait demandé à prendre la parole. Quand son tour est venu, Lucille s'est levée. Ses jambes tremblaient. Sa voix était à peine audible au début. « Je m'appelle Lucille Delorme. Mon grand-père s'appelait Henri. » Elle a sorti la photographie de son enveloppe et l'a tenue devant elle. Cette photo a été prise en 1952. C'est mon grand-père, devant sa maison. La maison qui se trouvait exactement là où vous voulez construire votre nouvelle place. Le silence dans la salle est devenu palpable. Lucille a continué, sa voix gagnant en force. Le lendemain de cette photo, on est venu lui dire que sa maison n'était pas à lui, qu'il devait partir, qu'il n'avait aucun droit. Il a vécu là pendant plus de 50 ans. Il a travaillé toute sa vie, et on l'a chassé comme si ces 50 années ne comptaient pas. Elle a fait une pause pour respirer. Il est mort dans un hospice 6 ans plus tard, loin de tout ce qu'il connaissait, loin de moi. Un vieux conseiller municipal a baissé les yeux. Une secrétaire serrait son stylo si fort que ses jointures étaient blanches. Je ne suis pas venu demander de l'argent. Je ne suis pas venu accuser qui que ce soit. Les gens qui ont pris cette décision sont probablement morts depuis longtemps.
Mais je suis venu demander une chose. Lucille a pointé du doigt le plan de la future place, affiché sur le mur. Donnez à cette place le nom de mon grand-père, Square Henri Delorme. Et mettez une petite plaque qui dit simplement qu'ici vivaient des gens. Des gens qu'on a oubliés, mais qu'on choisit maintenant de se rappeler. Le président de séance a toussé, visiblement mal à l'aise. Un jeune conseiller, fils d'ouvrier lui-même, a levé la main. Je soutiens cette demande. Un murmure a parcouru la salle. Lucille attendait, le cœur battant, serrant la photographie contre elle exactement comme son grand-père serrait son chapeau 24 ans plus tôt. La décision n'a pas été prise ce soir-là. Les administrations ne fonctionnent pas ainsi. Il y a eu des discussions, des réunions, des échanges de courriers. Certains trouvaient l'idée belle. D'autres estimaient qu'on ne pouvait pas nommer une place d'après un homme dont personne ne se souvenait. Un fonctionnaire a même suggéré que cela créerait un précédent dangereux. Mais Lucille avait semé une graine. Et les graines, parfois, finissent par germer. 3 ans plus tard, en 1979, elle a reçu une lettre officielle de la mairie. La nouvelle place porterait le nom de Square Henri Delorme. Une plaque serait installée, mentionnant qu'il avait été un habitant du quartier et que cet espace honorait la mémoire de tous ceux qui avaient dû quitter leur foyer pour le progrès. Lucille a lu cette lettre 10 fois. Puis elle l'a posée sur la table et elle a pleuré. Pas des larmes de tristesse cette fois, des larmes de quelque chose qui ressemblait à la paix. L'inauguration a eu lieu par un matin gris de novembre, exactement 27 ans après la démolition de la maison de Henri. Le ciel était bas, typique de l'automne dans le centre de la France. Une petite foule s'était rassemblée. Des officiels en écharpe tricolore, des habitants du quartier, quelques journalistes d'un journal local, et Lucille, debout au premier rang, tenant la main de son fils Henri, qui avait maintenant 10 ans. L'âge qu'elle avait quand son monde s'était effondré. Elle avait apporté la photographie de 1952, comme elle l'avait apportée à la réunion du conseil municipal 3 ans plus tôt. Mais cette fois, elle ne la serrait pas contre elle comme un bouclier. Elle la tenait devant elle, pour que tout le monde puisse voir. La place était simple, quelques bancs en bois, des arbres encore jeunes qui mettraient des années à donner de l'ombre, un bout de pelouse. Rien d'extraordinaire. Mais dans un coin, près de l'entrée, se dressait un petit poteau métallique surmonté d'une plaque. Square Henri Delorme. Henri Delorme, 1879-1958. Ancien habitant de ce lieu, symbolisant tous ceux qui ont perdu leur foyer en des temps de changement. Le maire a prononcé quelques mots convenus sur la mémoire et le progrès. Un conseiller a parlé de réconciliation avec le passé. Lucille n'écoutait pas vraiment. Elle regardait la plaque, ces lettres gravées dans le métal, ce nom qui existait maintenant officiellement dans l'espace public. Quand on lui a demandé si elle voulait dire quelque chose, elle a hésité. Puis elle s'est avancée vers le petit groupe de personnes présentes. Mon grand-père ne savait pas lire. Il n'aurait pas pu lire son propre nom sur cette plaque, mais il aurait compris ce que ça signifie. Il aurait compris que quelqu'un s'est souvenu de lui. Elle a montré la photographie à l'Assemblée. Cette image a été prise le dernier jour où il avait encore un toit. Il ne le savait pas. Moi non plus, je ne le savais pas. J'avais 8 ans et je le regardais depuis la fenêtre cachée derrière le rideau. Sa voix s'est brisée légèrement. Pendant des années, j'ai eu honte de ne pas avoir fait quelque chose ce jour-là. J'étais une enfant, mais la culpabilité ne connaît pas la logique. Aujourd'hui, je comprends enfin que je ne pouvais rien faire à l'époque. Mais je pouvais faire quelque chose maintenant. Elle a regardé son fils, puis la plaque, puis le ciel gris. Mon grand-père m'a appris à écouter la pluie sur le toit. Il disait que c'était une musique que seuls les gens qui ont un abri peuvent vraiment entendre. Aujourd'hui, il n'a plus de toit. Mais il a un nom sur une place. Et tant que ce nom sera là, quelqu'un se souviendra qu'il a existé. Après la cérémonie, les officiels sont partis, les journalistes ont rangé leurs appareils, les curieux se sont dispersés. Lucille est restée seule avec son fils devant la plaque. « C'était là, la maison de ton arrière-grand-père », a demandé le petit Henri. Lucille a pointé du doigt un endroit approximatif. Là, il y avait la porte. Et là,
La fenêtre où je me cachais pour le regarder. Le garçon a observé l'espace vide, essayant d'imaginer une maison qui n'existait plus. Il avait l'air triste sur la photo. Lucille a souri doucement. Non, il avait l'air digne. Même sans savoir ce qui allait arriver, il se tenait droit. Il portait son chapeau contre son cœur. Il était qui il avait toujours été. Elle s'est agenouillée et a posé la photographie au pied de la plaque. Juste un instant. Pas pour la laisser là. Elle savait que le vent et la pluie la détruiraient. Juste pour que, pendant un moment, son grand-père soit de retour chez lui. Puis elle l'a ramassée, l'a glissée dans son sac et elle a pris la main de son fils. « Viens. Il est temps de rentrer. » Ils ont marché ensemble vers la voiture, laissant derrière eux la petite place avec ses arbres jeunes et sa plaque de métal. Lucille n'est jamais devenue une militante célèbre. Elle n'a pas écrit de livres, elle n'a pas été interviewée par les grands journaux. Elle a continué à travailler dans son école, à élever son fils, à vivre sa vie ordinaire. Mais chaque fois qu'elle entendait parler d'une personne âgée menacée d'expulsion, elle pensait à son grand-père. Et elle faisait ce qu'elle pouvait à sa petite échelle pour que d'autres ne subissent pas le même sort. Le petit Henri a grandi. Il est devenu instituteur, comme par un hasard qui n'en était peut-être pas un. Il a eu des enfants à son tour. Et un jour, quand il a été assez grand pour comprendre, Lucille lui a raconté l'histoire complète. Pas la version édulcorée qu'on raconte aux enfants. La vraie histoire, avec ses injustices et ses silences, ses lâchetés et ses petits courages. Elle lui a montré la photographie, cette image en noir et blanc au bord usé par le temps. Elle lui a expliqué chaque détail. Le veston trop large, le chapeau serré contre le cœur, la silhouette floue derrière le rideau. Et elle lui a dit une chose qu'il n'a jamais oubliée. Les gens ordinaires n'ont pas de statut. Ils n'ont pas de ruse à leur nom. Ils vivent, ils travaillent, ils aiment, et puis ils disparaissent. Mais si quelqu'un prend le temps de raconter leur histoire, ils ne disparaissent jamais vraiment. Aujourd'hui, la photographie de Henri Delorme est toujours dans la famille. Elle n'est pas dans un musée. Elle n'est pas dans des archives publiques. Elle est dans un petit cadre en bois, sur une étagère du salon de l'arrière-petite-fille de Henri. Une jeune femme qui n'a jamais connu son arrière-arrière-grand-père mais qui connaît son histoire par cœur. Chaque fois qu'un visiteur demande qui est ce vieil homme sur la photo, elle raconte. Elle parle de la maison de pierre, des géraniums, du bruit de la pluie sur le toit. Elle parle des hommes en costume qui sont venus avec leurs papiers. Elle parle de l'hospice, de la mort solitaire, de la place qui porte maintenant son nom. Et chaque fois qu'elle termine son récit, elle dit la même chose que sa grand-mère Lucille disait. Il n'était pas important aux yeux du monde, mais il était tout pour sa famille. Et c'est pour cela qu'on se souvient de lui. La place existe toujours. Les arbres ont grandi maintenant. Ils donnent de l'ombre aux promeneurs qui viennent s'asseoir sur les bancs. La plaque est un peu ternie par les années, mais les lettres sont encore lisibles. Square Henri Delorme. Parfois, des gens s'arrêtent et lisent l'inscription. Ils se demandent qui était cet homme. Ils imaginent peut-être un notable, un bienfaiteur, quelqu'un d'important. Ils ne savent pas que c'était juste un vieil homme qui aimait ses géraniums et sa petite fille. Un homme qui a été chassé de chez lui et qui est mort loin de tout ce qu'il aimait. Mais c'est justement pour cela que son nom est là. Pour rappeler que les vies ordinaires comptent, que les gens sans pouvoir méritent d'être protégés, que le progrès ne devrait jamais écraser ceux qu'il est censé servir. Henri Delorme ne savait pas lire. Il n'a jamais su que son nom serait un jour gravé dans le métal. Mais quelque part, d'une certaine façon, il le sait maintenant. Car les histoires que nous racontons survivent à ceux qui les ont vécues. Et tant que quelqu'un se souvient, personne n'est vraiment oublié. Dans une histoire fictionnelle comme celle d'Henri Delorme, nous sommes invités à nous rappeler que les existences les plus discrètes portent souvent les plus grandes dignités. La vie nous montre que le progrès n'a de valeur que s'il n'oublie pas les êtres humains qui le traversent, et qu'il suffit parfois d'un seul geste, d'une seule voix, pour rendre justice à ceux que le temps a essayé d'effacer. Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous fait ressentir au plus profond de vous-même? Avez-vous dans votre famille quelqu'un dont la mémoire mérite encore d'être honorée? Selon vous, que perd une communauté lorsqu'elle oublie ceux qui ont construit ces fondations silencieuses? Si vous êtes resté jusqu'ici,
Écrivez le mot « mémoire vive » dans les commentaires. Dites-moi aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. Un souvenir qui pourrait inspirer d'autres récits et préserver ce qui ne doit jamais disparaître. Merci d'avance de contribuer à faire vivre ces fragments d'humanité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime, d'activer la cloche, de partager ce récit et de cliquer sur les vidéos proposées à la fin pour découvrir d'autres histoires aussi touchantes et intemporelles. Merci d'être là et merci de faire vivre ces mémoires.